À mon sens, c'est très grave. J'ai dit en lumière que dans les sociétés démocratiques, dans lesquelles les institutions fonctionnent en toute transparence, l'opacité dans le fonctionnement des services de renseignement inquiète. Et la réalité de notre pays, l'actualité dans notre pays, prouve à suffisance cela. Beaucoup de procès sont nés des activités de services de renseignement. Mais malheureusement, le rapport, le pièce qu'on présente devant les juges n'a aucune valeur. Aucune. Et je suis offusqué. Je suis tellement offusqué de constater que la République, et je pense, je le répète, monsieur le Président, je pense qu'il a reçu, qu'il a une procuration spéciale pour engager la République. Est-ce possible, une République dite démocratique affirme devant la presse, devant vous, que vous pouvez condamner quelqu'un sur base d'un bulletin de renseignement établi par les services de renseignement? Un rapport non signé, et ça vaut un bulletin d'information, le fameux pays, où il y a tout, à prendre et à laisser, à boire et à manger. J'ai lu quelque part, pendant mon séjour à Beniak, et c'est une phrase que j'ai beaucoup gardée. J'ai lu quelque part, on enseigne ceci, la précision des armes vaut plus que la précision des munitions. C'est une phrase que j'ai beaucoup gardée. Et j'essaie de citer cette phrase dans ce procès. Parce que, monsieur le Premier Président, honorable de la proposition, lorsque l'intelligence, les services de renseignement fait un rapport, ce rapport doit être bien étayé. Bien étayé. Et on vous dit de l'autre côté, il faut prendre en considération un rapport non signé. Non. Non, monsieur le Premier Président, nous sommes devant une haute juridiction militaire. Et sur ce point, nous sommes très heureux parce que ni la partie civile, la République démocratique du Congo, ni l'organe de la loi n'a pas renversé nos moyens par rapport à la qualité des preuves. Nous avons longuement parlé de l'intime conviction des juges. L'intime conviction des juges. Donc, monsieur le Premier Président, vous allez former votre intime conviction sur des déductions. Parce que, je prends un exemple, le ministère public, il vous dit, quand vous parlez des militaires, des policiers, il vous dit des policiers rwandais. Et j'ai dit ça dans les rapports, mais c'est gravissime. Et généralement, cette question de nationalité dans notre pays est mal abordée. Un pays qui partage ses frontières avec 9 pays. Monsieur le Premier Président, monsieur le membre de la proposition, et c'est une question assez complexe. Parce que, quand on est à l'Est, c'est cette question du Rwanda. Oui, il n'y a aucun Congolais normal qui peut accepter les activités de l'armée rwandaise au Congo. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais faire déduction parce que quelqu'un est passé par la frontière et il devient directement rwandais, là c'est très dangereux. Est-ce que un Mouteke, des Bateke, vous les avez au Congo, nous les avons au Congo-Brazzaville, nous les avons au Gabon? Est-ce qu'un Mouteke congolais devient forcément un Congolais d'en face? Non, monsieur le Président, c'est très dangereux. Et là, le ministère public, il s'est mis sur l'intérêt puissant. J'aurais pu comprendre, le ministère public, de vous apporter les faits, d'établir les liens d'imputabilité entre ces faits et notre client, et en fait, prouver sa culpabilité.
Mais ce n'est pas ça la démarche. La démarche, on vous dit, il y a eu brassage, et là encore, on fausse l'histoire. Il y a eu brassage, il y a eu mixage. Et aujourd'hui, Monsieur le Premier Président, Monsieur le membre de la composition, n'avons-nous pas aujourd'hui des généraux qui sont l'émanation de ces mouvements dans l'armée? Et c'est ça l'histoire de notre pays. Et j'ai lu encore, la fois passée, l'accord de Sun City. Mais notre malheur, c'est dans cet accord-là. Mais lorsqu'on commence à prendre le CNDP, c'est trop réducteur. C'est trop réducteur. J'aurais pu accepter qu'on puisse rester dans les faits. Et les faits, comme nous l'avons dit, on a découvert les armes. Prétendument dans la concession de Mongatutu. Là aussi, il y a un problème. En droit minier, il n'y a plus de concessions. En droit foncier, nous avons des concessions. En droit minier, il y a des périmètres d'exploitation. Alors, moi, quand je suis devant un rapport, déjà pour moi, c'est un élément qui fait tiquer. On confond Rubaya à Dibatama. Comme vous allez voir, nous avons déposé les titres miniers. Et ce périmètre, ça se trouve dans le village d'Ibatama. Et ceux qui savent très bien, ils savent que Rubaya, c'est différent d'Ibatama. Lorsque, sur le procès verbal de saisie des biens, est établi dans un autre village, Karouba. Mais Karouba, c'est plus près de ça, ceux qui savent bien. PV de constat à Karouba. Karouba, c'est plus de 30 km de Rubaya. Encore plus de Batama. Mais quelle est la valeur de ce procès verbal? Un procès verbal dans lequel au signal, nous étions accompagnés avec les agents CNS. Le nom de ces agents ne sont pas cités. Ces agents n'ont pas signé. Mais quelle est la valeur courante de ce procès verbal? Le PV de saisie. Mais quelle est la valeur de ce procès verbal? Les saisies, la personne prétendument avoir découvert les armes, il refuse de signer. Et il vous dit, pour ma sécurité, je ne signe pas. Parfois, à cause du décrépitement des armes, je ne signe pas. Mais quelle est la valeur courante, Monsieur le Premier Président? Les rapports de la NER. Mais je l'ai dit, nous avons relevé ici des contradictions. Tantôt on parle des natifs, tantôt on parle des autochtones, tantôt on parle de Ouazalendo, mais nous avons visualisé la vidéo, l'élément déclencheur de ce procès. Mais qu'est-ce qui est dit là-bas? C'est un monsieur qui se proclame colonel Moutayomba. Et pourquoi la Cour n'a pas daigné faire venir ce monsieur? Parce qu'il est connu. Les armes qu'on a présentées devant vous, Monsieur le Premier Président. Mais les numéros divergent avec ceux renseignés dans les procédures. Alors, je vais bien, le monsieur public vous a dit votre intime conviction. Oui, en matière pénale, la preuve est libre. Légale et libre. Mais est-ce que n'importe quelle paperasse peut être considérée dans un procès? Un rapport de l'année, Monsieur le Premier Président. C'est ça la vision de la République démocratique du Congo. Alors que, aujourd'hui, il y a une volonté politique qui veut humaniser, rationaliser l'activité des renseignements dans notre pays. Donc ils doivent aller vers le professionnalisme. Quand on vous présente, est-ce que vous êtes liés au nom de la séparation du pouvoir? Lorsqu'on parle de l'état de droit, ça sous-entend qu'il y a la séparation nette entre
l'exécutif, les judiciaires et les législatifs. Et dans les habitudes de celui de renseignement, ils rendent compte qu'à l'exécutif. Et ici, on vient vous dire, c'est rapport parce que c'est un service de renseignement. Non, nous sommes dans un procès. Notre client encourt une peine sévère. Alors, doit-on venir avec des preuves alambiquées et dire, oui, Monsieur le Premier Président, vous pouvez y fonder votre conviction s'il y a des éléments qui corroborent certains faits relatés dans le PV. Mais ici, nous avons démontré qu'il y a une contradiction. D'abord, on montre les faits. Il y a des contradictions. Nous avons, lors de notre plaidoirie, insisté sur la qualité des preuves, les standards de preuves dans un procès pénal. Et il vous est demandé de ne condamner que lorsque les preuves brandies par les parties n'ont aucune incertitude. Mais ici, dans l'état d'espèce, Roubaya est confondu à Ibatama, Roubaya est confondu à Karouba. Et Monsieur le Premier Président, Monsieur l'organe de la loi, nous sommes dans un procès pénal. Je comprends bien. Je comprends bien ma crainte parce que ce procès a été médiatisé. On a raconté n'importe quoi à travers les réseaux sociaux. Et j'espère que vous n'allez pas suivre les réseaux sociaux. Les gens. Et il a dit, au début, lors de il a présenté ses réquisitions, il a dit, moi je n'ai pas fait d'enquête, je n'ai pas instruit. Je me fonde sur le rapport produit par le Conseil national de sécurité. Je me fonde sur le rapport produit par l'ANR. Et ces rapports ne sont pas signés. Et ça a quelle valeur? Monsieur le Premier Président, le monde actuel est en train de suivre ce procès, l'opinion publique également. Comme je l'ai dit, c'est l'occasion d'affirmer votre indépendance par rapport au service de renseignement, par rapport à l'exécutif. C'est l'occasion. Et je suis heureux parce que je viens d'apprendre à faire les aïeux. On avait ramassé un des innocents, la plupart ont été libérés. Coup de chapeau. À l'autre coup de chapeau. C'est l'occasion, parce que le président de la République, Monsieur le Président, quand je le suis dans les discours, il est trop critique sur le magistrat. Il s'inquiète de la manière dont l'administration de la justice est faite dans notre pays. Mais alors, saisissez de cette opportunité pour d'abord constater que ce dossier est vide et renvoyer notre client de toute fin de poursuite. J'ai suivi la partie civile. Il y a un professeur qui nous disait souvent, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. J'ai suivi la partie République démocratique du Congo, mais je reste sur ma faim. Il n'a rien parlé du dommage. Il n'a rien parlé du dommage. Et encore que, il doit d'abord aussi se renseigner sur la réalité de notre pays. Comment peut-il affirmer ici que l'immigré passe par le Rwanda, transite par le Rwanda? Est-ce qu'il ne sait pas que à l'Est, nous importons par le port de Dar es Salaam ou par le port de Mombasa, donc Kenya, pour faire sortir les marchandises de Goma vers le dépôt, vous devez absolument passer par le Rwanda. Et pas en transit. Les véhicules traversent le territoire rwandais pour entrer en Tanzanie et au bout de quelques jours, la marchandise arrive au port de Dar es Salaam. Est-ce
traverser, cela veut dire transit pour lui, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ça dans le commerce international. Transiter, ça signifie autre chose. Et la plupart, les cafés, ceux qui sont à Beni, les cafés passent par l'Ouganda, les cacao passent par l'Ouganda. Et s'ils deviennent directement rwandais ou ougandais? Non, monsieur le Premier ministre. Non. Quand vous arrivez à Kampala, vous allez trouver une tribu qu'on appelle les Bakonzo. Les Kikonzo, c'est de l'autre côté de l'Ouganda. Mais quand vous êtes au nord Kivu, c'est les Kinande, c'est un même peuple. C'est pourquoi j'ai dit, prendre cette affaire et la placer sur ce plan-là, c'est dangereux parce que nous risquons d'entrer dans ce débat éternel dans notre pays qui est autochtone et qui est allogène. Et c'est très dangereux. Je crois que vous n'allez pas suivre le lycée public dans ces raisonnements. Les armes ont été retrouvées où? Quelles sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Si réellement les services, les agents du Conseil national de renseignement ou de sécurité s'étaient déportés à Goma, mais pourquoi ils ont refusé de signer le procès-verbal? Et pourquoi? Ils étaient en mission. Et quelle est la valeur? Monsieur le Premier Président, je crois que nous n'avons pas été énervés. Même si le ministère public ne veut pas qu'on utilise ce terme-là. Bon, nous l'utilisons souvent devant les prétoires, mais pas dans le sens de manquer d'humilité ou d'égard à l'égard du ministère public. Notre serment dit le contraire. Les preuves. Nous sommes dans un procès pénal. Donc nous n'avons pas été énervés. Pas du tout. La nationalité. Et on entre encore dans ce débat qui était presque tranché. Merci, Monsieur le Premier Président, organe membre de la composition. Je ne veux pas être abusé de votre temps parce que dans les deux répliques, l'exercice a été difficile pour les deux parties pour renverser le moyen que nous avons soulevé. Et nous estimons que ce dossier est vide. Et vide pour condamner à une peine à perpétuité. Et vide. Et comme je l'ai dit la fois passée, honorable membre de la composition, vous êtes une haute juridiction militaire dans notre pays qui a la charge d'unifier la jurisprudence. C'est l'occasion d'écrire cette jurisprudence. C'est l'occasion, à travers l'arrêt que vous allez prendre, d'inciter les amis qui ont choisi le renseignement comme profession d'être plus méticuleux. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les services d'intelligence. Parce que ce sont des services, lorsque vous faites une investigation, vous ne pouvez pas vous échapper. Mais de la manière dont ce dossier a été monté, oh, on vous dit, on a fait ça, mais les armes, on parle des AK-47, on présente AK-56. Je ne suis pas humilié. Mais ça pose un problème. Les numéros divergent. Les numéros consignés dans le PV, les numéros retrouvés sur les armes divergent. Et la conclusion c'est quoi? C'est pourquoi nous plaidons, nous affirmons que cette affaire relève d'un montage et monté. Et la justice est là pour rétablir les innocents, sanctionner aussi les coupables. Et nous avons démontré ici que notre client n'est pas coupable. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Vous permettant de lui imputer les faits, les différents faits relatés dans l'acte d'accusation. Ces preuves n'existent pas. Je passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition, Monsieur l'auditeur général. Monsieur le Président, ça fait 6 mois et demi que nous sommes devant votre auguste cour.
les partis trouvaient devant votre note de noblesse. Parce que votre cours militaire aura à dire le bon droit. Mais de quelle manière va dire ce bon droit? C'est en suivant ce que prescrit le législateur. Pas ce que nous avons entendu du ministère public. Pas ce que nous avons entendu de la partie civile. Ils ont dit tout, sauf rien en droit. Sauf rien en droit. Je commence par le propos que nous avons reçu des attaques personnelles au Tshisekedi. Les avocats de Mongatutu fabriquent des faux. Ils en ont l'habitude. Monsieur le Président, est-ce que le ministère public peut-il retirer ces propos? Il se pose encore la question, Monsieur le Président. J'espère que ces avocats sont congolais. Monsieur le Président, même si c'était un gang venant de l'Afghanistan, le pays le plus terroriste du monde, ils auront toujours droit à un conseil qui sera congolais. Et si jamais nous serons confondus à la cité que nous sommes des étrangers, nous défendons des étrangers et passer à la guillotine populaire, le provocateur est connu à travers ces procès. Il est là, il a tenu vidéo à l'appui. Je reviens à la liberté de la preuve soutenue sans fortune en droit et par le ministère public et par la partie civile. Vous savez, la sagesse africaine nous dit que lorsque vous êtes perdu dans une forêt et que vous vous retrouvez plus d'une fois devant un arbre, sachez que vous êtes totalement perdu. Et c'est ce que nous avons suivi avec les deux parties jointes, solidaires. Monsieur le Président, la liberté de la preuve ne veut pas dire que les écrits ou ceux-ci doivent être rejetés automatiquement. Ici, nous sommes devant une accusation assise sur des écrits. Votre honneur, Monsieur le Président, j'aimerais qu'on nous suive selon la science juridique et non par des déductions essentiellement sociologiques. Nous disons bien sociologiques. L'accusation est assise sur des pièces. Lesquelles pièces remontent d'une dénonciation. Et lorsqu'on se retrouve ici, la première des choses, c'est quoi? À votre auguste cour, c'est la démarche, la quête vers la vraie vérité pour asseoir l'accusation. C'est ce que nous avons dit. Le bâtonnier et l'honoré confrère, il a si bien dit. Personne ne nous a rencontrés. Personne. Nous leur avons dit ceci, en droit. On nous enseigne que, non pas on nous enseigne, on nous renseigne aussi. Parce que même les non-initiés au droit sont censés et doivent les savoir. Que la preuve, ou la preuve, elle peut être du premier degré ou du second degré. Lorsqu'on a l'aveu, on a une preuve au premier degré parce que c'est une preuve qui est directe. Et on a des preuves qui sont du second degré, qui sont des preuves indirectes. Lesquelles preuves pour asseoir, au cas où elles ne rencontrent pas l'aveu de la partie poursuivie, on doit partir par d'autres moyens de preuve, nous l'avons dit. Ce sont des témoignages, les expertises, entre autres. C'est ce que votre cour a fait. C'est ce que votre cour a fait. En faisant appel aux experts, parce que le ministère public vous présente des preuves au second degré que lui-même n'a jamais vécu, ni ceux qui l'ont saisi ne l'ont jamais vécu. J'ai lu un passage de la doctrine qui nous renseigne ceci.
quelle que soit leur foi ou autorité probante, les procès-verbaux n'éprouvent que les faits matériels personnellement constitués par les rédacteurs dans l'exercice de ces fonctions. Personnellement constatés par les rédacteurs dans l'exercice de ces fonctions, non ce qu'il a appris des déclarations ou des dires des tiers. Voilà le ministère public et la partie civile. Au lieu de s'amener par devant votre auguste cour, par des faits que par eux, personnellement constatés, vécus, mais ils viennent par des tiers. Mais qui est ces tiers-là? Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. On va partir cas par cas. Parce qu'il ne s'agit pas de dire tout simplement, non, monsieur le président, ici la liberté de preuve. Non. Même cette liberté de preuve, elle est méthodique. Elle est méthodique. Je ne sais pas de quelle forme, parce qu'on n'a pas de la liberté, on va arriver maintenant au liberticide de preuve. Libertinage. Ici, c'est même liberticidaire pour notre client. Par 6 mois. C'est une personne de 3e âge, monsieur le président. C'est liberticidaire. Alors, prenons le cas de la détention illégale d'armes. Parce que nous parlons de l'expertise. Il vous parle de l'arme de guerre, alors que l'autorisation qu'il a eue nous parle d'une arme d'autodéfense. Monsieur le Président. Ceux qui ont vu cette arme, parce que quand même le ministère public parle, la partie civile parle, il parle indirectement. Mais ceux qui ont vu cette arme, les experts que vous avez appelés par devant votre auguste cour, on dit quoi? Nous avons vu le pistolet. Et il ajoute même le petit pistolet. Je me pose la question. L'organe ou, excusez-moi, les services attitrés, techniques attitrés, et a enregistré l'arme, et a préparé administrativement l'autorisation, vous dit que nous avons vu le petit pistolet. Mais le ministère public s'accroche au fameux procès verbal dont les avait arrachés. Comment voudriez-vous faire fi, monsieur le président? Vous êtes la haute cour. Parce que votre décision qui sera sortie de l'issue de ce procès, elle sera dite pour droit. Voulez-vous qu'on vous conduise à une jurisprudence qui continuera à soutenir même les procès-verbaux arrachés à l'aide d'une arme? Pourquoi n'ont-ils pas soutenu que ces personnes qui ont été là soient appelées par devant vous pour contredire ce que notre client avait dit? Arme d'autodéfense. Plus loin, monsieur le président, le ministère public tout au long de l'instruction, il ne nous a pas dit que nous détenions légalement là. Mais il a regretté le fait que l'autorisation que nous avons a été délivrée par une autorité incompétente, dans la mesure où il soutient que c'est une arme de guerre. Ah, voilà la question de droit qui va se poser. Parce que ce que commande le ministère public, excusez-moi, les législateurs, c'est le défaut des titres. C'est le défaut des titres, monsieur le président. Notre client, comme nous a parlé de l'erreur indicible, il a frappé. Et les experts que vous avez appelés par devant vous, vous ont montré et la demande, la première demande, et son dossier régulièrement constitué, et le renouvellement, la demande de renouvellement. Voilà que, dans la mesure où votre cours serait amené à rencontrer le ministère public dans son assertion de soutenir qu'il s'agit d'une arme de guerre,
Je pense que mon estimé confrère qui a attention a été très galant vis-à-vis du droit. Il s'agit d'une erreur invincible. Et voilà pour contourner, parce qu'il s'agit d'une personne qui détient l'autorisation, mais du reste, d'après le ministère public, par une autorité non incompétente. Voici ce que nous dit les sources de droit à propos de l'erreur de droit et les juristes. Parce qu'on a ajouté encore qu'il s'agit d'un député. Parce qu'un député, il est censé connaître toutes les lois. Toutes les lois de la République. Il a une mémoire. Il suffit qu'il se retrouve devant un fait. Et il devient comme un ordinateur. Pam, pam, ça sort. Non, monsieur le président. Une appréhension erronée du droit. Voici ce que nous renseignent les sources du droit. À propos de l'erreur de droit et les juristes. Je peux ajouter même et le député national. J'ai lu, monsieur le président, si vous pouvez me prêter une oreille attentive et soutenue, la question peut se poser de savoir si un juriste sera exonéré par une erreur de droit invincible ou par une erreur de droit fautive. Un juriste peut bien être non invincible par une erreur de droit invincible. Bien entendu, l'appréciation de cette invincibilité doit tenir compte de la qualité de l'agent, de sa formation notamment. Mais on ne peut pas par principe et a priori et indépendamment des circonstances de l'espèce exclure les juristes, pourquoi pas les députés, de la possibilité de bénéficier de l'erreur invincible. Le droit est réellement difficile et complexe, qu'il serait irréaliste de croire qu'il existe des hommes ou une catégorie d'entre eux qui soit censée les connaître à la perfection sans risque d'erreur non fautive. Donc, monsieur le président, nous vous donnons une position doctrinale dominante en ce qui concerne l'erreur invincible. Et là, la partie civile ne viendra pas encore parce que quand on lui parle même des procès-verbaux, il vous dit non, donne-moi la disposition légale. Mais nous sommes en droit. Le droit, c'est un tout. Et qui a ses sources. Là où la loi n'a pas tout dit, nous avons la doctrine. Commençons par la jurisprudence. Nous avons la doctrine. Nous avons d'autres sources que l'on peut créer, mais ici, nous n'avons que 3 sources principales. Donc, pas principales, principalement c'est la loi. Mais nous avons la doctrine, nous avons aussi la jurisprudence. Peut-il continuer à soutenir cela, monsieur le président? À cela, il vous parle de renouvellement. Les experts ont été ici. Ils vous ont dit que Mouangatutu a demandé les renouvellements, a sollicité les renouvellements. Voilà que l'administration devant son fait. Parce que devant ce procès, monsieur le président, vous verrez que c'est tout le monde qui a peur. Autant que le ministère public a commencé à intimider les avocats en leur disant que vous avez commis des faux, vous avez l'habitude de commettre les faux, vous êtes des Congolais, c'est pour enfreindre notre champ de défense. Monsieur le président, seul le serment nous couvre et les lois du pays. Nous ne sommes pas au chantage, nous ne sommes pas aux médias sociaux. Seul le droit est notre cœur. Seul le droit. Et on parle de renouvellement. Et c'est ici le problème des droits qui se pose. Parce que le distingué confrère qui a exposé pour la première fois, il vous a parlé même de la déclaration. Et au cas où vous n'avez pas la déclaration, quelle est la sanction réservée? Et ici, lorsque vous avez le renouvellement ne suppose pas que vous n'avez pas les titres que veut le législateur. Parce que nous avons dit que c'est les dépôts des titres que l'on condamne. Et ici, nous sommes en face de 2 champs. Le champ administratif et le champ pénal.
Parce que c'est l'autorité administrative, réglementaire, qui donne l'autorisation. Qu'il soit président, qu'il soit ministre, les deux sont autorités réglementaires. Mais dès lors que vous avez sollicité votre renouvellement et que l'administration ne vous a pas donné ça, Monsieur le Président, il serait malvenu de nous parler de la taxe payée à la banque au lieu de condamner l'administration auprès de qui la demande a été adressée et qui était censée, parce que quand on adresse la demande de renouvellement, le dossier va chez les taxataires il fait la note des taxes, des taxations, et il envoie auprès de l'ordonnateur. C'est l'ordonnateur qui est la régie dans les cas d'espèce ici, c'est la DGRAC. Monsieur le Président, puissions-nous dire au stade d'aujourd'hui, ensemble avec le ministère public, la République démocratique du Congo, qui est censée respecter ses propres lois, dire que Mangatutu était devenu lui-même le taxataire, lui-même l'ordonnateur. Question de droit, Monsieur le Président, nous disons non. Donc la détention n'est même pas condamnable. Parlons un peu des scènes de paix. Autorité morale, il a participé. Nous vous avons dit dès le départ que la partie civile jusqu'à présent n'a pas encore cerné l'objet de ces procès. Voilà le tâtonnement, même au jour des répliques. Contradiction avec le ministère public, même s'ils sont dans la solidarité, mais solidarité divergente. Nous avons dit au ministère public lors de l'instruction, vous êtes passif, c'est le moment de soutenir votre accusation. C'est le moment. N'attendez pas requérir lors le moment venu, alors que au stade de l'instruction, vous ne parvenez pas à prouver qui a fait quoi. Nous parlons ici de la cristallisation, Monsieur le Président. Le ministère public et la partie civile, surtout à l'audience d'aujourd'hui, ils nous ont amenés à une guerre d'école doctrinale. À tel point qu'ils vous donnent des théories, et pour passer à l'adéquation, par rapport aux faits et par rapport à la loi, ils s'arrêtent là. Aujourd'hui, ils sont champions des théories et des guerres d'école doctrinale. Mais nous ne sommes pas encore là au niveau des guerres d'école doctrinale. Il est question de prouver la cristallisation, Monsieur le Président. Même quand il a requis, il est poursuivi pour les faits du 1er mars et 28 février. Mais il est quand même aberrant de suivre que le champ devient tellement extensif. On vous ramène jusqu'au fait de 2016, de 2012, 2014. Monsieur le Président, nous sommes dans un procès pénal. Quand même, le principe doit être scrupuleusement respecté. Monsieur le Président, vous n'allez pas suivre cette voie. Au moment que vous poursuivez notre client, l'honorable Mangatutu, parce qu'on a besoin de celui qui commande les CNDP. On a besoin de celui qui commande les M23. Et nous vous avons dressé l'historique des CNDP, l'historique des M23. L'un ne s'identifie pas sur l'autre, si ce n'est que la déduction du ministère public. Si ce n'est que la déduction du ministère public. Dès lors qu'il y a eu brassage, ces policiers ne sont plus des policiers du CNDP. Ce sont des policiers de la République. Le ministère public vous dit ceci. Il y a même les autorités là qui établissaient ces actes, il y a un dossier ouvert à leur charge. Voilà les responsables. Nulle part, on vous a dit que dans le recrutement, ni même dans la collecte des policiers, pas collecte, dans l'affectation, même dans la préparation par rapport à leurs compétences pour aller en détachement, que Mangatutu a été là. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, ça j'allais oublier avant de chuter, je ne peux pas trop monopoliser parce que les confrères vont prendre aussi la parole. Le ministre, oui, je chute pas. Le ministère public qui est par devant vous. Il a estimé qu'il n'avait pas besoin des éléments relatifs à la nationalité pour la simple et bonne raison qu'il avait requalifié
l'espionnage en trahison. Vient encore de requalifier trahison en espionnage. Aujourd'hui, pour la simple bonne raison que même la nationalité des avocats maintenant est remise en cause. Il met votre cours dans la condition où il doit maintenant non seulement lever les doutes sur la nationalité de l'honorable Manga Tchouktchou, y compris sur la nationalité de ses avocats, parce qu'il pose la question, je me demande même si ces avocats sont congolais. Nous n'allons pas glisser sur ce terrain parce que la Cour a plusieurs fois dit que c'était la ligne rouge. La Cour a refusé que nous puissions avoir des arguments fondés sur la faciès et l'ethnie, et c'est à son grand honneur, c'est dont je vous remercie, bien que le ministère public, parce qu'il se met devant, chaque fois donne ses libertés de franchir les Rubicons que votre auguste Cour avait fixé en disant « Je ne veux pas qu'on salisse mes oreilles avec des questions à caractère ethnique de faciès. Nous jugeons un Congolais pour des faits qu'il a commis. » Mais qu'à cela ne tienne, en difficulté, en perte de vitesse, par manque d'arguments, on revient toujours ce que la Cour aborde. La nationalité, les ethnies. Il y avait autant de Tutsis dans les groupes et des policiers qui ont été placés là-bas. Pourquoi cela n'a pas été dénoncé? Ils étaient des CNTP. Et voilà, le CNTP a donné lieu au M23. Et on parle de James Kabarebe. Tout comme ça pêle-mêle. C'est vrai que vous êtes consommatrice de tout, mais franchement, vous pouvez faire l'indigestion avec ces gens de propos que le ministère public qui profite de sa position sur l'estrade. Puisque si nous étions aux États-Unis, il serait avec nous ici en bas. Malheureusement, j'espère qu'un jour, dès le référendum, on va nous faire descendre le ministère public en bas pour qu'ils comprennent qu'il n'est qu'une partie parmi tant d'autres. Il ne fait pas partie de la Cour. Voilà. Monsieur le Président, nous avons entendu la République dire que nous sommes en train de contester la nullité d'une procédure. Nous avons été estomaqués. Nous ne savons pas si le ministère, à quel moment nous avons contesté la nullité d'une procédure devant les OPJ de la DGRAD. Nous avons contesté la force probante des pièces produites qui viennent de la DEMIA pour la simple et bonne raison qu'à la DEMIA, les droits de notre client, les droits à la défense, n'étaient pas garantis. Nous avons considéré comme Pradel que c'est l'instruction pour la valeur, c'est la valeur de la preuve, la validité de la preuve que nous avons contestée. Nous avons estimé que ces PV-là, qui sont des procès-verbaux d'enquête, d'abord ont une valeur probante relative. Et elles doivent être donc soumises au débat. Nous avions dit que ce sont des indices qui peuvent amener soit la Cour à condamner, soit la Cour à acquitter. Et le ministère public n'a pas contesté cela parce qu'il a dit, moi je n'ai pas fait d'enquête. Il a fait son mea culpa. Il a reconnu qu'il n'a jamais fait d'instruction préparatoire dans cette affaire. Et que par conséquent, ces pièces qui viennent des enquêtes préliminaires ne peuvent pas être prises comme de l'argent comptant, directement comme ça, utilisé comme preuve. C'est pourquoi nous regrettons que la partie République n'a jamais pris la peine de lire les dossiers. Depuis qu'il a eu les procès-verbaux de la DEMIA, c'est une Bible pour elle. Elle reste avec, elle ne peut pas en sortir. Alors que Pradel le dit, et la jurisprudence abondante le dit, lorsqu'il y a contradiction entre les propos du prévenu au niveau de l'enquête préliminaire et les propos du prévenu devant l'instance où il y a l'instruction décisoire, l'instruction définitive qui va fonder votre intime conviction lorsque vous allez vous retirer, nous avions dit que les propos qui doivent être retenus, c'est celles dites ici. Si notre client, comme ils disent, trie, il choisit certaines choses, il n'accepte pas d'autres. Ce qu'il voit qu'il veut, il choisit. Mais c'est à bon droit, c'est de bon gain. Pourquoi voulez-vous que lorsque ces droits n'ont pas été respectés et qu'il a été cueilli chez lui à 1h du matin par des personnes cagoulées qui l'ont entendu sous la menace des revolvers, qu'il accepte même des choses donc, qui sont contre ses intérêts? Ça veut dire qu'on veut contraindre notre client à témoigner contre lui-même. Si notre client qui se sent rassuré par votre dextérité, par votre maestria, je tiens à le souligner parce que durant ces 6 mois, nous avons vu la noblesse de notre justice à travers votre travail. Si nous sommes devant vous et que nous nous sentons rassurés et que là, il peut s'exprimer librement,
et que les choses lui reviennent en tête parce qu'il est entouré de ses avocats et se sent à l'aise d'exprimer. Qu'est-ce que cela importe à la République qui s'acharne, qui s'accroche sur des paperasses que nous ne considérons pas, qui ne sera pas considéré à l'État? Les propos Browning, nous les trouvons dans les procès verbal de la DENIAP. Et ces propos, notre client n'étant pas expert, n'ont pu être mis là-bas que par les chefs, par l'action de celui qui l'a écrit. Notre client ne sait pas distinguer une arme Browning d'une autre arme, d'une arme GP, il n'est pas expert. Il n'a pas fait l'armée au Maroc, comme venait de le dire la République qui a l'art de raconter tout ce qui lui passe par la tête. Il suffit qu'une idée lui vienne, il dit. Il s'est départi même de la précaution élémentaire d'apporter les preuves de ce qu'il dit. Elle dit, la partie République qui fait des points de presse ici pense qu'il est devant l'arbre à palabres, il peut dire tout ce qu'il veut. Quand il affirme que notre client a fait l'armée au Maroc, il a produit quel document? Voyez-vous, Monsieur le Président, nous n'allons pas accepter, laisser passer tout ce qui est dit, qui n'a pas de preuves. Ici, comme vous avez dit, c'est la guerre des preuves. Nous avons contesté la force probante de ces procès-verbaux. Comme nous contestons également la force probante des procès-verbaux, des constats, parce que ce ne sont pas des constats directs, ce sont des choses qui lui ont été rapportées par Aboubakar ou par un quidam qui n'a ni identité, ni pièce d'identité et qui porte des faits graves dénonçant notre client d'avoir fourni ou fait fournir des armes au M23 pour établir sa participation à ces mouvements armés. Comment il le prouve? Par des déclarations d'un quidam qui n'a pas d'identité, et la République dit la Cour n'a pas le pouvoir d'appréciation. Nous disons non, la Cour a un pouvoir d'appréciation. Vous allez apprécier la validité de ces preuves tout simplement parce qu'elles ne sont pas sincères, elles ne sont pas univoques, elles ne sont pas exactes par rapport à la réalité. Elles ne sont pas exactes. Et pourquoi? Parce que, Monsieur le Président, comme vous l'avez constaté, même les numérotations de ces armes ne concordent pas avec les armes qui ont été présentées par devant vous. Donc, on ne va pas vous dire ce sont des procès-verbaux de constat. Pour que ce soit un procès-verbal de constat, il devait à chaud venir sur les lieux et constater directement. Dès le moment où on lui rapporte, ça devient une dénonciation. Donc, c'est même par erreur que ce procès-verbal porte le nom de procès-verbal de constat. Puisqu'ils n'ont rien constaté, on leur a rapporté. Et des faits alambiqués, incompréhensibles, dans un lieu qui se situe à 30 km du lieu supposément où on a trouvé les armes. Voyez-vous, Monsieur le Président, vous n'allez pas tenir compte des preuves, des éléments produits dans les procès-verbaux de constat, parce qu'en réalité, ce sont des procès-verbaux d'enquête. Il aurait dit donc les signer, puisque celui qui dénonce doit être connu à suffisance. Et on se demande même pourquoi le ministère public ou l'IPJ, qui a fui entre guillemets le crépitement des balles, n'a pas amené avec lui les témoins comme l'article 5 de la loi sur la flagrance les dit. Et tout cela vous place, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, dans une situation telle que vous ne pourrez jamais juger au-delà de tout doute raisonnable. Et je voudrais revenir, Monsieur le Président, sur un autre aspect. J'ai vu ici que... Laissez-moi chuter, parce que je n'ai pris la parole que depuis 5 minutes. Je n'ai même pas fait 10 minutes. Si vous avez d'autres histoires, vous avez... Non, Monsieur le Président, ça a été dit. Il y a un prévenu dont les avocats doivent aussi... Oui, nous chutons, Monsieur le Président. Ne vous énervez pas quand nous prenons la parole, parce que la République a pris beaucoup de temps comme s'il plaidait encore. Alors que c'était des répliques. Vous étiez calme. Vous étiez à 4 mètres, soyons sereins. Oui, parce que là, je vois que nous sommes bloqués. De l'autre côté, il n'y a qu'un seul intervenant. Mais vous êtes à 4. Mais nous voyons un énervement, Monsieur le Président. Nous voyons un Vous le énervement. voyez parce que vous êtes énervé. Non. C'est vous qui le voyez parce que vous êtes énervé. La cour est calme. Soyez sereins. D'accord, nous sommes sereins. Permettez-moi de chuter. Permettez-moi de chuter pour ne pas perdre votre temps. Qui est la parole? Je demande la permission. Je vous demande la permission. La permission n'est pas accordée. Suivez d'abord le président. Pas encore accordé. J'ai parlé. N'allez pas vite en besoin. Vous avez dit tout. Maintenant, ce sont... Entre-temps, il y a un autre prévenu dont les avocats doivent intervenir. J'ai compris votre préoccupation. Je voudrais Et puis le règlement y pénitentiaire a accéder. ses règles. Je voudrais y Ne accéder. poussez pas la haute cour à violer le règlement pénitentiaire. C'est ce que nous n'allons pas faire.
Parce que, en réalité, c'est même pas nous, parce que c'est... Vous avez entendu parler des Biamou. J'ai entendu votre guide de cours demander prestement que la République vous produise des pièces. Parce qu'ils ont mis à profit les 10 jours ici pour aller, je ne sais pas moi, rechercher ces Biamou qui ne voulaient pas que nous puissions chercher. Ils sont allés les chercher alors qu'ils disaient non, on ne veut pas, ça ne sert à rien. Et ce n'est même pas important parce que l'autorisation du président n'existait pas. Ils ont amené aujourd'hui, après la clôture de l'instruction, une pièce non soumise au débat que la Cour s'est empressée de demander pour dire que dans ces pièces, M. Biamungu ferait partie du M23 et donc les chauffeurs de notre client feraient partie du M23 comme si c'était son fils que notre client suit partout. Alors que nous vous avions dit que c'est au moins depuis 5 ans que lui n'a plus vu Biamungu. Mais on le présente aujourd'hui en 2023 alors que depuis 2000, au moins 19 ou 18, faisons même coup 19 que nous n'avons plus vu, la République dit non, ils l'ont vu. Enfin, la Cour qui disait qu'il y a 8000 Biamungu sur la liste, ils ne savent pas lesquels des Biamungu poursuivre parce qu'il a même décliné ce travail, trouvé que c'était comme chercher une aiguille. Ça, c'est l'expression de notre honorable rapporteur. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais aujourd'hui, même le ministère public qui trouvait que c'était inutile de les rechercher, nous dit qu'ils sont en train de les poursuivre pour, je ne sais pas moi, participation au mouvement du M23. Et nous considérons que pour nous, c'est comme si le ministère public montre ses crocs à la partie défense pour lui dire que si vous continuez à considérer que ce monsieur a été votre chauffeur, donc considérez que vous serez quand même mangé, puisque vous avez pris comme chauffeur quelqu'un qui est du M23. Mais nous disons que non seulement que vous n'avez pas tenu compte de ces affabulations, vous n'avez pas non plus tenu compte de ces pièces par respect du droit de la défense, parce que nous ne savons pas par quelle magie, en 10 jours, ils ont fait pour trouver Biamungu qui n'ont pas pu trouver en 6 mois. Donc nous considérons que c'est une collision coupable entre le ministère public et la République. Le ministère public qui accrédite la thèse farfelue de la République qui dit qu'elle a trouvé, la République a trouvé, la partie civile a retrouvé Biamungu. Enfin, on sait où il se trouve, c'est dans la M23. Nous comprenons que c'est la difficulté que l'accusation a de pouvoir établir les liens entre notre client, l'honorable Mangatutu, qui est clean, blanc comme neige, et les M23. Sur le plan factuel, c'est ça qui pousse aujourd'hui la partie République, lui maintenant à comploter. Voilà vraiment le véritable faux. C'est cela. Ce n'est pas cette facture que nous avons brandie qui est un acte émanant de l'administration. Je l'ai dit devant les experts qui étaient ici que nous avions relevé. Ce n'est pas une pièce nouvelle. Je l'ai produit déjà une fois au moins au procès. Personne ne l'a contredit. Ni même le ministère public. Je suis estomaqué aujourd'hui de voir qu'en difficulté dit je n'ai même pas regardé cette pièce. Je n'ai même pas. Alors que le jour où la Cour nous a demandé, maître, est-ce que vous avez la preuve qu'il avait un permis des ports d'armes? Je l'avais produit. Vous m'aviez dit, honorable président, que ceci n'est pas un permis. Ceci, je vois ici, c'est écrit renouvellement des permis de port d'armes. Ce n'est pas un permis. Et cela lui a été donné. En ce temps-là, il avait regardé. Aujourd'hui, il dit qu'il avait rejeté. Mais nous disons que c'est un commencement de preuves par écrit. Si on veut retrouver, en plus de cela, la manière dont cela a été acquitté au niveau de la caisse de l'État, alors on veut qu'on rouvre encore l'enquête. Puisque nous sommes arrivés à la fin, nous produisons le pièce que nous avons pour la défense de notre client. Et ce n'est pas au ministère public de décréter les faux. Les faux ne se décrètent pas. Les faux se prouvent. Les faux ne se décrètent pas. Ici, ce document doit être pris comme tel pour la simple bonne raison que c'est un document qui a été produit, contrairement aux documents produits frauduleusement, en fraude des droits. Quand je dis frauduleusement, c'est-à-dire en fraude du droit de la défense, qui vient d'être produit par devers vous, et quand la Cour le prend, cela nous inquiète parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que la Cour va en faire? La Cour veut donc l'utiliser, on ne sait pas. Mais nous savons, nous connaissons votre sagacité, vous l'avez pris, mais vous le rejetterez. Quand vous allez vous retrouver en délibéré, et je chute pour ne pas abuser de votre temps, je chute en disant ceci, monsieur le président, tout est faux. Tout est faux. Il est faux que notre client
a commis la prévention des mouvements insurrectionnels, soit qui a participé d'une manière quelconque. Tout est faux. Tout est faux parce que notre client n'a pas non plus détenu illégalement une arme, il en avait des titres. Tout est faux. Tout est faux, Monsieur le Président, parce que même cette arme, vous ne l'avez pas vue. Et il a été dit ici que ce n'est pas une arme, l'arme qu'on a présentée, donc ce n'est pas une arme de guerre. En principe, vous ne compétez pas pour pouvoir juger de cette arme, parce que c'est une arme visiblement et normalement qui doit être présumée comme une arme d'autodéfense, comme la lettre qu'il a sollicitée, qu'il a demandé. Tout est faux, Monsieur le Président, parce que vous ne direz pas l'infraction de trahison dans les chefs de notre client réunis, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas établi qu'il y était pour pousser une puissance étrangère à entreprendre des activités hostiles contre notre pays. On est en train de pérorer si des choses, d'ailleurs que lui-même avait renoncé, il avait même renoncé à ce test de Covid, il y est revenu, il a encore requalifié aujourd'hui en espionnage. Tout est faux, et je dirais donc comme mot de fin, tout est faux. Merci, c'est une petite phrase, monsieur, pour terminer, pas pour la visite de votre temps. Oui, je termine. Parce qu'on a parlé des rapports des Nations Unies, vous allez le lire, nulle part où notre client est mis en cause dans ce rapport-là. Je vais renvoyer à la page 19, il y a des noms de députés provinciaux nationaux aussi dans ce rapport, nulle part on cite les noms de députés. Et pour terminer, monsieur le Président, le principe veut que le tribunal condamne le prévenu au-delà du tout raisonnable. Ça, dans les lois anglo-saxons, le tout raisonnable. Mais ici, nous avons plaidé, nous avons démontré qu'il y a un doute faute de preuves. Et comme il y a le doute, il y a l'incertitude, persistance sur le fait, l'incertitude persistante sur la culpabilité de notre client, et vous ferez mieux que de la quitter. Et vous ferez justice. Nous avons dit, vrai monsieur. En soft